Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Pour moi, en fait, on a vécu tellement longtemps à travers les religions, à travers notre éducation, dans un cerveau surdimensionné, où finalement on est reconnu qu'à travers les connaissances intellectuelles ou notre spiritualité, on voit où ça nous a menés. On voit où ça nous a menés. Pour moi, s'il y avait vraiment un endroit où l'humanité doit vraiment venir s'incarner, c'est bien son corps. Et c'est pour ça que je suis là-dedans. J'ai cette sensation que cette voix du corps est une voix indispensable. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et merci d'être avec nous. On va accueillir Karine Maurer qui est installée sur les canapés. Bonjour Karine. Bonjour Marc. Vous avez une tenue de Star System. Non mais c'est vrai, il y a un petit côté paillettes showbiz. Alors en fait, pour tout vous dire, ça me permet de co-réguler en fait. J'aime beaucoup faire la route pan. Ça me donne la sensation, si tu veux, de monter en taux vibratoire, de m'occuper de moi. Tu vois, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai mis des bijoux. Ce qui n'est pas le cas d'ordinaire. Mais tu sais, vous savez, quand on vient ici, moi je sors de ma zone de confort là. Et en fait, pour moi, une des façons de co-réguler, de me mettre, si tu veux, dans une zone de confort, ça va être de prendre le temps de me faire belle. Je viens du monde du mannequinat. Donc, je suis habituée aux lumières et le fait d'être dans la lumière, de prendre ce temps de me maquiller, de me faire belle, voilà, mais ça me permet de co-réguler avec moi-même et je le pose là maintenant. Donc, en fait, à l'intérieur, ça se dépose et c'est OK. Allez, co-régulons. Co-régulons. Merci d'être là, Karine, merci de votre confiance. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, waouh, votre histoire est étonnante. Elle est aussi courante, on entend beaucoup de situations comme ça, et je la trouve profondément intime. Vous avez fait de votre intimité, si je puis dire, votre expertise. Oui, absolument. Et ça, déjà, c'est peut-être une manière, c'est une sorte d'exutoire aussi, peut-être. Absolument. Une façon, peut-être, de désacraliser un peu les choses, et puis peut-être de rompre avec cette histoire qui est peut-être une histoire du passé, même si elle est toujours engrammée chez vous. Elle est toujours là. Je viens du terreau de l'inceste, effectivement. Je viens du terreau de cette résilience amoureuse. Ça a commencé, j'avais 5 ans. Je suis sortie du déni de l'inceste, j'avais une trentaine d'années. J'ai mis 10 ans où je suis restée coincée derrière la victime. Parce qu'il y a un temps, quand on sort du déni, il y a une colère, il y a surtout le déni, c'est pas possible, ça n'est pas arrivé. Donc il y a vraiment tout un temps de colère, un peu comme l'épisode MeToo, balance ton porc. C'était très important de rester pour moi là-dedans pendant une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, vu que la colère n'arrangeait rien, voilà, ça n'arrangeait rien à l'intérieur de moi. La conscience, si tu veux, supérieure, ou le moi supérieur, on l'appelle comme on veut, si tu veux, j'ai eu l'impression d'avoir une taloche, un coup, tu sais, un coup derrière la tête. Et ça m'a dit, en gros comme ça, mais tu vas te cacher encore pendant combien de temps derrière cette blessure de l'inceste? Parce que tu as des choses à partager, et tant que tu seras victime, tu ne bougeras pas. Beaucoup de thérapeutes d'accompagnants de vie, même de médecins, psychiatres, disent que la position victimaire est une position parfois confortable. Mais très pour le personnage. C'est très confortable de rester derrière son impuissance, derrière la victime. Moi, j'y suis restée 10 ans. Donc, ça peut être long. Et au bout de 10 ans, en fait, je sentais en fait, l'âme en moi, mon âme pousse. En fait, ça pousse, ça veut prendre sa place. Mais ça ne peut pas prendre sa place tant qu'il y a une identification à ce terreau-là où, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai besoin, papa, de te rendre ton pouvoir de bourreau. Donc, si je te rends ton pouvoir de bourreau, c'est-à-dire que moi, je sors de la victime. Et j'étais même plus loin dans mon chemin de résilience, c'est qu'à un moment donné, je me suis effondrée en pleurs, presque dans un pardon de t'avoir gardé en moi si longtemps.
dans cette place de bourreau. Et pas de culpabilité à ce niveau-là? Non. J'ai cette chance de pouvoir, de temps en temps, avoir des transcendances amoureuses. C'est très difficile d'expliquer, en fait, cette transcendance amoureuse, où, en fait, la cuirasse, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de toi, qui s'agenouille, et c'est ce qu'on appelle ce fameux pardon. Mais je lui pardonnais pas à lui, c'était pas une question de pardonner à l'extérieur, c'est-à-dire que je me donnais, je recevais l'amour, j'acceptais de recevoir l'amour que je m'étais refusé pendant tout ce temps-là, de ce temps de colère, vous voyez, et ça s'est effondré à l'intérieur de moi, et je lui ai rendu vraiment son pouvoir à ce moment-là, et ça a été pour moi... De son vivant? Il y a une partie de son vivant et une partie, effectivement, il était déjà parti de l'autre côté. Voilà. Quand je dis qu'effectivement il y a eu un effet waouh dans la préparation de l'émission, c'est que quand alors évidemment tous ceux qui s'installent sur les canapés font ce qu'on appelle une fiche de prod qui est assez fournie, hein. C'est un roman. Oui, j'ai mis un peu de temps à la remplir, mais ça a été pour moi... Mais déjà rien que ça, déjà rien que le fait d'écrire et de remplir le questionnaire que l'on propose, déjà c'est un exercice. Déjà c'est sortir de sa zone de confort que de raconter formidable, ça. Formidable. Et quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit... Toute votre vie, vous avez un rapport au corps qui est particulier. Ben oui, parce que j'étais pas dedans au départ. Non mais... Oui. Même dans les belles choses, vous avez un rapport au corps qui est très particulier. Même dans votre première partie de vie, avec le sport, avec tout ce qui est, et on verra les choses. Vous avez eu 4 enfants? Oui, je suis maman de 4 enfants. Et en tout cas, vous avez eu plus d'enfants que 4. Oh oui. Il y a beaucoup d'âmes qui me sont passées par la matrice. Certains se sont incarnés dans la matière, dans la chair et le sang, et puis d'autres sont retournés de l'autre côté du miroir. C'est une très belle expérience pour moi aussi de résilience à cet endroit-là. Vous avez eu 4 avortements, 3 fausses couches. Il y a évidemment les violences corporelles avec votre père, les abus dont vous parlez, et pas que. Oui, sous le système éducatif, dans le système scolaire, dans le village où je vivais, et puis dans le mannequinat, parce que j'étais mannequin, donc dans le mannequinat, c'était sois belle et puis sois gentille. Et tais-toi. Et surtout tais-toi. Et puis vous avez cette phrase qu'on retrouve d'ailleurs qui est assez incroyable. Vous dites, du coup, mes zones de génie sont les plus gros tabous de la société occidentale. On parle de l'énergie sexuelle, de l'énergie d'argent et l'espace de la mort. Et de ces 3, j'allais dire, espaces, support, énergie, vous dites qu'il y a un lien, une corrélation très étroite entre l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent particulièrement. Pourquoi? En fait, j'ai découvert cela dans ma propre expérience. Tant que je me suis considérée comme étant un objet, c'est-à-dire quelqu'un d'abusé, de violé, en fait, est un objet, comme mes lunettes. Je prends, j'utilise, on se sent un objet. Aller demander à un objet de métaboliser l'énergie d'argent. Il n'y a pas de pouvoir intérieur. Il n'y a pas... Et cette énergie d'argent est en lien avec l'énergie de vie. Ça permet, de créer des projets, acheter des maisons. C'est en lien avec la matérialité, avec l'incarnation. Lorsque l'on est une femme-objet, comme je l'ai été pendant une bonne partie de ma vie, en fait, il y a...
quand on prend vol cet espace-là, on monte dans les strates supérieures pour se protéger. On va dans la tête, dans le mental, soit du corps, ou on fuit dans les étoiles. Vous parlez de décorporation. Hein. Absolument. Et on ne peut pas rencontrer la matière. L'argent, en fait, est un média pour matérialiser. D'accord? Et je me suis rendu compte, je vais vous raconter une anecdote. Je suis donc en psychanalyse allongée déjà depuis quelques années. Et je me souviens à un moment donné faire ce voyage intérieur à l'intérieur de mon corps et je vois le pénis psychique de mon père dans mon vagin. C'était comme un espèce de tube, mais je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était là, mais très profondément ancré à l'intérieur de moi. Et en fait, c'était comme une sortie de sidération, en fait, le fait de le voir visuellement, de le sentir, de goûter cela à l'intérieur. J'étais allongée sur le canapé et en sortant de là, donc je l'enlève psychiquement, il y a une résilience, il y a vraiment une libération émotionnelle. En sortant de là, j'avais pour la première fois un contrat pour travailler pour Lancôme, où j'allais enfin pouvoir gagner plus de 1 600 € net par mois. Jusque-là, j'étais dans un mode de survivance. C'est comme si j'ai fait vraiment le lien. J'enlève le pénis psychique de mon père, c'est-à-dire que ça y est, une libération énergétique, vibratoire, émotionnelle, spirituelle. Donc ça se faisait sur beaucoup de plans à la fois. Et en même temps, pendant que j'étais allongée, je recevais un coup de téléphone pour avoir ce premier job. Donc vous avez levé un verrou. Absolument. Et moi, je me rends compte dans les accompagnements que je propose qu'effectivement, tant qu'on a des tabous et qu'on a des choses honteuses et qu'on a des traumas au niveau du bassin, c'est très difficile pour les gens de manifester ou d'être à l'aise avec cette énergie-là. Parce que vous parlez effectivement beaucoup dans vos accompagnements de cette zone du bassin, comme oui. vous dites. Oui. Et le bassin, c'est la sexualité. Oui, mais pas que. Okay. C'est aussi l'espace de la création, de la créativité, c'est l'espace de la sécurité intérieure. Il faut comprendre que le bassin, si je touche les os ici, à l'intérieur de mon corps, là, c'est juste là, c'est une structure osseuse. Il y a le périnée, il y a les voiles périnéales dedans. Ça soutient le deuxième chakra, ça soutient la créativité, mais tous les organes vitaux qui sont au-dessus. Donc c'est siège de la sécurité intérieure. Et ça, tout le monde s'en fout. Personne ne sait, monsieur, madame, tout le monde ne sait. Voilà, ils ne savent pas que être conscient dans son bassin, c'est revenir à son origine. C'est oser venir dans ce que j'appelle le terreau de l'humanité. Tout le monde passe par un bassin. On est bien d'accord? Quand notre père... Ben oui, voilà. Mais quand notre père et notre mère se sont unis, nos grands-parents se sont unis, c'est bien deux bassins qui s'unissent. Les Chinois disent que ce périnée, ce bassin, c'est la porte des ancêtres. Donc on porte en fait toute la mémoire de notre arbre transgénérationnel, de cette humanité. On porte ça à l'intérieur de nos tripes en bas. Alors, c'est toujours intéressant, évidemment, et vous allez voir que cette émission l'est, vous allez pouvoir la commenter aussi, d'écouter Karine, parce que quand vous faites le lien très étroit entre l'énergie sexuelle et l'énergie de l'argent, il ne faudrait pas laisser croire aux gens que toutes les personnes qui ne réussissent pas financièrement, c'est parce qu'elles ont un trauma enfoui, inavoué ou inconscient. Non, absolument pas, absolument pas. Pour moi, en fait, l'argent est comme une loupe. On peut utiliser l'énergie sexuelle comme une loupe pour essayer de voir finalement nos fonctionnements internes. Mais pour moi, l'énergie d'argent, c'est une loupe aussi. La façon dont on le gère, dont on le goûte, dont on le dépense, dont on le retient, dont on est la structure panier percé. C'est intéressant, hein, panier percé. Pour moi, on peut avoir aussi une passoire psychique au niveau du bassin. Eh bien, tout cela parle de nous, de notre humanité, comment on s'est construit. Moi, par exemple... je vais prendre mon exemple, ce sera plus simple. J'ai énormément associé l'argent avec et l'énergie de mon père et l'énergie de ma mère. Donc avec mon père, concrètement, comment, Marc, ça s'est manifesté? Eh bien, dans une difficulté à recevoir. L'argent, c'est quelque chose qui rentre et qui sort. Donc ça vient vraiment nous chercher dans notre donner, dans notre recevoir. Moi, avec mon père, en fait, je me suis vraiment fermée au recevoir parce que recevoir était égal à l'abus. Donc, quitte à être abusé, autant tout fermer. Mais du coup, je me ferme à tout. Je me ferme à toute forme d'abondance. Alors qu'avec maman, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'avec maman, j'ai associé l'argent à l'absence maternelle, à l'abandon maternel. Donc, j'ai transféré sur l'argent, nourris-moi, et sur mon entreprise, en tout cas, qui génère de l'argent, nourris-moi
apporte-moi cet amour que je n'ai jamais eu. Et donc, il y a un transfert sur cette énergie, comme un lait maternel. Donne-moi, finalement, où es-tu, où es-tu? Donc, il y a une espèce de vide. Et on attend quelque chose, finalement, de cette énergie, qu'elle vienne nourrir un vide intérieur. Et moi, les grands switches financiers que j'ai pu avoir dans mon existence ont toujours été en lien avec mon énergie de vie, donc l'énergie sexuelle, d'accord, et mon rapport, finalement, à mon père, ma mère, plus le transgénérationnel. Oui. Voilà. Parce qu'on voit dans votre parcours à quel point l'impact qu'a eu votre père, évidemment, avec ses abus, oui. Consciemment et inconsciemment, ça va tellement dicter votre vie. Oui. Sur tout le reste, sur vos rapports aux hommes, sur les hommes qui font partie de votre vie et puis qui disparaissent d'un seul coup, ou qui ont un aspect très tyrannique, ou qui ont ce côté un peu homme-enfant. On voit à quel point ouais. il y a une corrélation entre ce que vous avez vécu et la suite de votre apprentissage de vie, si je puis dire. Absolument. Et la question qu'on peut se poser aussi, et que je me suis posée en préparant l'émission, c'est de se dire, est-ce que ce que vous êtes aujourd'hui, enfin ce que vous avez vécu et subi, est-ce que le point de départ est votre père, ou est-ce qu'il faut remonter avant? Il faut remonter dans avant. du transgénérationnel. Il faut remonter avant, il faut remonter dans la matrice maternelle. Il faut remonter dans mon choix d'incarnation où en fait je suis ce que l'on appelle une jumelle perdue, ou moi j'appelle ça une jumelle rescapée. Ce que votre père aussi a été. Ce que j'ai découvert que mon père était. Et c'est ça qui est juste incroyable. Parce que souvent derrière l'inceste, il y a beaucoup d'histoires. Souvent on reste focalisé sur l'inceste, mais on ne va pas décoder en fait toute l'histoire qui est cachée derrière. Déjà c'est quelque chose de transgénérationnel. Mon père a été abusé lui-même par le cousin de sa propre mère, d'accord, qui était prêtre et qui a vécu donc de la pédophilie. Mon père a vécu de l'inceste pédophile dans sa famille avec un prêtre de la famille. Donc il y a quelque chose qui est très transgénérationnel. Mais mon père était un jumeau rescapé, mais qui ne se savait pas comme tel. Moi, en fait, j'ai fait cette découverte-là, c'était en 2008, et c'était en même temps que j'étais en train de sortir du déni de l'inceste. C'est-à-dire, ce sont deux blessures qui, chez moi, se sont juxtaposées. Je commençais à rentrer en conscience dans mon bassin grâce à la fasciathérapie et à la psychanalyse, d'accord? Et en même temps, donc j'avais cette blessure, et de suite, j'avais vraiment cette blessure de la gémellité perdue, où quand j'ai fait ce choix d'incarnation, en fait, j'étais pas toute seule, on était plusieurs âmes. C'est ce que vous dites. Ouais. Voilà, on était plusieurs, mais ça, je l'ai découvert en sophroanalyse. Et ce qui était juste incroyable, c'est que je me suis engagée donc, dans cette incarnation, on était 4. Donc il y avait moi, plus 3 autres. Sauf qu'au fur et à mesure de l'incarnation, il y a la conscience, finalement, ça se... Voilà, on est pris en étau. Les gens qui ont peut-être vécu des rebirths peuvent savoir ce que je vais tenter d'expliquer là, mais on a la sensation finalement qu'on ne peut plus bouger, que ça devient de plus en plus étroit, sauf qu'à un moment donné, moi, je pense que c'était pendant le premier trimestre de grossesse de ma mère, qui n'en a aucun souvenir, qui n'a aucune manifestation, d'accord? C'est ça aussi qui est très troublant. Eh bien, moi, j'ai les 3 qui sont partis. Donc, une en premier, qui ne s'est même pas, en fait, je dirais, implantée dans la matrice. Et après, les 2 autres qui, eux, se sont implantés, qui sont apparus pour moi comme des homozygotes, des jumeaux homozygotes. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, c'est un traumatisme. Alors, ce n'est pas un traumatisme, normal. C'est-à-dire que nous engrammons dans les cellules, les jumeaux rescapés, une perte, une fêlure, c'est-à-dire que les cœurs des autres s'arrêtent de battre. C'est comme si, en fait, on nous coupe un membre. On est un tout, et tout d'un coup, plouc, il n'y a plus rien. Mais là où pardon, je vous coupe, Karine, oui. Mais comment ça peut être un trauma, puisqu'on dit toujours que les âmes ont choisi cette incarnation-là? Donc ça veut donc dire que vous étiez prête à vivre cette incarnation, puisque vous l'avez choisie. Mais quand on s'incarne, on oublie. Il y a une oubli, en fait. Il y a une amnésie. Plus on rentre dans la matière, finalement, plus on s'incarne et plus il y a une amnésie et plus on rencontre aussi, je dirais, le filet de l'incarnation avec toute l'histoire, avec toute la trame qui est dans le bassin de la mère. Je veux dire, un utérus, c'est composé d'histoires. L'endomètre, le myomètre, tout ça, c'est gorgé d'histoire. Il n'y a qu'à regarder toutes les pathologies qu'on retrouve dans le bassin des femmes. Donc il y a de l'histoire là-dedans. Donc quand une âme s'incarne, il faut bien quelque chose pour la retenir. Un peu comme une toile d'araignée.
Vous voyez? Et en fait, au fur et à mesure, ben, il y a une amnésie, il y a une identification en fait à l'histoire, le jus dans lequel on baigne, et on oublie. Alors, moi, j'ai cette sensation d'avoir fait des allers-retours. Et à ma naissance, pour avoir vécu un rebirth, je quitte mon corps. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui ne veut pas, il y a un refus. En fait, il y a un refus de vivre déjà dans la naissance. Vous voyez? Et donc, bah, c'est ça, on naît comme cela. Donc, il y a une sensation de naître en étant à la fois ici et ailleurs. Donc, on a des connexions avec cet autre monde, avec cette nostalgie d'un monde perdu, qu'il soit intra-utérin ou voire même de la source, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, hein, d'accord? Et à la fois, on est aspiré en fait dans le vivant. C'est très, très contradictoire et à la fois hyper fascinant. Et c'est non seulement fascinant, et alors vous avez fait de quelque chose de traumatisant, quelque chose de fascinant. Alors, je dirais... Jusqu'à en faire votre expertise aujourd'hui, parce que vous accompagnez sur des thématiques comme celle-ci. J'aime à dire que j'ai appris à faire le deuil de ma non-mort, de mon personnage. Parce qu'en fait, l'âme est éternelle, l'âme ne naît pas, en fait, elle ne meurt pas, en fait, puisqu'elle est constamment là. C'est juste le personnage, c'est juste l'histoire, en fait. C'est l'histoire qui nous contient quand on est dans la matrice, c'est l'histoire qui nous compose. Et moi, mon œuvre alchimique, je parle vraiment d'alchimie, d'intégration dans le corps, c'est de faire laisser glisser cet amour, on parle du Christ, cette chambre christique, de la laisser fondre, en fait. Il n'y a aucun effort à faire, si ce n'est peut-être d'en accepter la simplicité. Fondre à l'amour, c'est un processus amoureux qui, pour moi, m'a sauvé la vie. Alors, je suis venue avec des codes très particuliers parce que j'ai toujours eu cette sensation d'être énormément investie d'amour, malgré tout, en fait. C'est que j'ai toujours senti l'amour, malgré tout. Et avec une très grande dimension spirituelle. Très. Dès toute petite. Oui. Puisque même votre maman, vous le disiez, vous baigniez déjà dans cet univers de spiritisme, de médiumnité et autres. C'est ça, c'est ça. Quand je suis née, ma mère m'a dit, j'ai eu l'impression d'être Bernadette Soubirous devant la Vierge Marie. Ah, c'est ça, ouais. C'est incroyable, hein, parce que voilà, mais quand un enfant naît, en fait, il naît avec cette aura où il descend. Et, voilà, il a les yeux, il est Dieu. Il a pas encore tout ce bagage. Donc en fait, il vient directement des étoiles. Ma mère percevait, de par son monde à elle, qu'elle avait accouché d'une merveille. Donc elle a eu beaucoup de mal à me toucher, elle a eu beaucoup de mal à rentrer en lien avec moi. Bon, ça a changé depuis, hein, Dieu merci. Mais voilà, c'était assez incroyable. Et j'ai cette connexion avec le monde invisible toute petite. Alors ce qui est juste incroyable aussi, c'est que cette perception que j'ai de l'invisible enfant va me permettre aussi de survivre face à mon père, qui est incestuel, et qui surtout a énormément de violence physique. Il peut avoir des accès de colère complètement imprévus, et en fait, cette connexion en fait à autre chose que moi me permet de le sonder. On appelle ça de la suradaptation. Donc en fait, je vais tester, je vais sentir, je vais percevoir dans quel état il est pour pouvoir, moi, me conditionner à la rencontre. Donc c'est... Bon, après, voilà, ça, on appelle ça, pour le système nerveux, il y a vraiment le phoning, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la suradaptation à l'autre pour pouvoir survivre, en fait. Le mécanisme du phoning, comme vous l'appelez, je ne savais pas ce que c'était. Mais moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que moi, j'utilisais vraiment la suradaptation, mais le phoning, c'est ça, c'est vraiment... c'est se suradapter à l'autre pour survivre, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours presque à anticiper ses besoins, on est toujours en train de checker son énergie, de voir comment il va, plutôt que d'être en soi. Finalement, on a tellement peur des réactions de l'autre, de son agression, de son rejet, que voilà, il y a une suradaptation, et on le retrouve énormément dans la sexualité, hein, cette suradaptation. Alors je le dis pour la production, phoning, ça s'écrit F-A-W-N-I-N-G. Phoning, oui, ça doit être ça. Hein, F-A-W-N-I-N-G, oui, il me semble, c'est ça. F-A-W-N-I-N-G. Vous avez dit aussi cette phrase, alors c'est ça qui est assez intéressant, parce que votre expertise, évidemment, est basée sur tout votre vécu. Oui. Aujourd'hui, très clairement. Et vous dites,
j'affirme être une femme animale qui a toujours décidé, en tout cas qui a décidé un jour de se réapproprier pleinement son corps. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme animale? Une femme animale, c'est être capable d'aller goûter son rugissement intérieur. Dans ce bassin, il y a une louve, une tigresse ou un tigre, il y a un rugissement primal à aller chercher. C'est ce rugissement primal, moi, qui m'a sauvé la vie, qui m'a fait me dresser face à mon agresseur, qui m'a fait lui hurler à la figure « Stop, ça suffit !» et prête même à mourir. C'est un instinct, ça se commande pas, ça vient des tripes, et ça émerge pour vraiment préserver la vie en soi. Et moi, ça a été également la maternité qui m'a permis de goûter cela. Depuis tout à l'heure, vous ne parlez que de votre agresseur et pas de vos agresseurs. Oui, parce que les autres, finalement, c'est la même entité pour moi. Vous voyez, c'est exactement la même entité. Au départ, ça a le visage de mon père. Après, ça a eu le visage d'un chaman ou d'un prof d'école. Voilà. Mais c'est toujours la même chose. En fait, ça vient en effet miroir avec les espaces où je ne suis pas à l'intérieur de moi. Je dis toujours que tant qu'on n'est pas au magasin, on attire les voleurs. Et mon job à moi, ça a été vraiment d'investir d'une façon amoureuse et entière l'histoire qui me compose, mais pas que la mienne. Parce que quand on commence à rencontrer sa propre histoire, on est un peu fait comme des strates. Il y a des couches, il y a notre histoire, et puis il y a l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents, et puis il y a aussi l'histoire de nos religions, la philosophie, le pays, voire même la terre. Vous voyez? Donc tout ça, en fait, c'est construit un petit peu comme des poupées russes. Et c'est pour ça que, pour moi, j'ai cette sensation que cette énergie d'abus, c'est un égrégore, pour moi qui fait partie du patriarcat. Ça a été instillé par 5000 ans de patriarcat. Les hommes et les femmes en ont subi les conséquences, que ce soit sur les champs de bataille ou sous la couette dans les mariages. Et finalement, aujourd'hui, je crois que c'est fondamental de pouvoir retrouver son pouvoir intérieur, descendre à l'intérieur, pouvoir se positionner face à ce patriarcat pour dire non, stop, ça suffit. Et c'est ça, cette animalité-là. Il y a beaucoup de personnes qui qui ressentent un profond malaise dans leur vie, qui ressentent des difficultés, et qu'elles n'arrivent pas très très bien à identifier, à en connaître l'origine, etc. Et qui vont très souvent voir des thérapeutes et mettre en place des protocoles pour essayer de... Et cette histoire d'énergie d'abus revient. Il y a plein de thérapeutes qui me disent « Tu n'imagines pas le nombre de personnes, de femmes en l'occurrence, qui ne sont pas conscientes de ça. » Absolument, elles sont sidérées. Et qui sont sidérées, mais en termes de nombre, je parle. Ah mais je veux dire, pour moi, et ça n'engage que moi dans le chiffre que je vais donner, 95% de la population est en sidération totale. Et on m'a dit que tous les enfants ont été abusés. Un abus, c'est pas nécessairement un abus sexuel. Hein. Absolument. Voilà, ça peut être un mot, ça peut être une phrase désobligeante. C'est ça. C'est je te prive de ton pouvoir, en fait. Imaginons que vous soyez mon enfant. En fait, je suis dans ma toute-puissance que vous ne savez pas, que vous n'avez pas les moyens. Je vais imposer ma volonté à partir de mon vide, parce que ça part souvent d'un vide intérieur, pour dire... Alors, pour prendre l'énergie, déjà, pour prendre l'énergie, et surtout pour imposer ma volonté. Mais on vient de cet espace-là, tous. C'est pour ça que pour moi, en ce moment, on est dans un moment charnière. Mais vous avez des psychanalystes qui vont même jusqu'à dire que lorsque vous changez un enfant, un bébé, vous le touchez, bien, par définition, c'est une façon d'abuser. Et tout dépend pour moi du terreau dans lequel le change est fait. C'est-à-dire que s'il y a des arrière-pensées, « Ah, ça pue »,« Ah, j'aime pas ça », tant qu'il n'y a pas une posture ajustée, et on en reparlera certainement de cette fameuse posture ajustée, tant que moi, je ne suis pas à l'intérieur de moi, sans point de vue, sans jugement, de ce que je suis en train de faire, ou que finalement je suis de plus en plus conscient de mon histoire, je suis en amour avec mon histoire, je suis dans cette posture juste là, et que je change mon enfant dans cette posture ajustée, pour moi, il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas d'abus. Tout dépend de quel espace, en fait, je pars à l'intérieur de moi. Une maman ou un papa qui va changer
son enfant et qui vient parce qu'il a passé une mauvaise journée, ah là là, il a fait caca et puis ça a percé la couche, donc il y a un énorme transfert, l'enfant le sent, tout ça. Il sent que le parent n'est pas présent, il sent que le parent est agacé, donc il va associer le change à cela. Et il va engrammer ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. En fait, on ne fait que des associations. Enfant, en fait, le cerveau ne fait que des associations d'idées, de circonstances. Et donc, ça veut dire que cet engrammage-là, évidemment, va nous poursuivre tout au long de notre vie. Oui. Il est ancré en nous. Et c'est là où il y a une sorte de déni, c'est-à-dire que personne ne peut dire j'ai été abusé ou en tout cas j'ai eu des gestes déplacés de mes parents. Évidemment que non. Oui, sauf que on l'a interprété de cette manière-là. C'est imprimé en fait dans l'inconscient. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui est génial dans la pratique, moi, dans l'enseignement que je transmets, c'est qu'en fait, dans le toucher conscient, consentant, qu'il soit périnéal au niveau du bassin ou pas, parler de votre technique. On a cette approche-là où moi, je suis en connexion avec les espaces de sidération de la personne. Comme je suis avec les miennes, et que j'ai œuvré là-dessus pendant 20 ans, et c'est pas fini, parce que c'est sans fin, en fait. Hein. C'est vraiment sans fin. Donc, j'ai cette présence-là ajustée qui me permet, en fait, eh bien, de me rendre compte et de permettre à l'autre de se révéler, en fait, dans ces zones de sidération. Ouais, avec votre méthode que vous appelez, c'est la fameuse méthode du TCCP, voilà, qui est le fameux toucher conscient. Consentant, périnéal ou pas, parce que ce n'est pas forcément au niveau du bassin, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau de n'importe quoi. Alors vous allez nous expliquer ça. J'ai dit en début d'émission que vous aviez un rapport au corps. Oui. Qui était très particulier, aussi, de par évidemment ce qu'on peut imaginer et de ce que vous avez subi. Mais il y a vraiment presque une ligne charnière dans votre histoire, dans votre parcours de vie. C'est toujours une histoire de corps. Non mais c'est vrai. Mais c'est ce qu'on habite. Hein. Non mais évidemment, c'est vrai. Oui. Mais, dans le trauma ou pas, il y a encore une histoire de corps. Mannequin, c'est une histoire de corps. Oui. Le sport que vous avez fait à haut niveau, c'est une histoire de corps. Ah ouais. Les traumas que vous avez vécus, c'est une histoire de corps. Ouais. C'est ce choix-là, en tout cas, dans cette vie-là, dans cette incarnation, c'est ce chemin-là que j'ai, moi. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des gens qui vont vivre une spiritualité complètement désincarnée, et c'est OK, j'ai aucun point de vue là-dessus. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'être venue embrasser mes cellules et toute l'histoire qu'il y a dedans. Donc c'est passé par, au départ j'ai été dans l'esthétique cosmétique, donc je suis bien maquillée aujourd'hui, vous avez vu ça. Donc je me suis donné à cœur joie pour refaire renaître tout ça, donc j'ai commencé par l'extérieur, par la peau. Et puis en suivant, je suis devenue prof de fitness, où j'ai travaillé la matière, les muscles, et puis les muscles m'ont amené au fascia, au yoga, la respiration. Mais tout ça, c'est que du corps. Mais je veux dire, pour moi, en fait, on a vécu tellement longtemps, à travers les religions, à travers notre éducation, dans un cerveau surdimensionné, où finalement on est reconnu qu'à travers les connaissances intellectuelles ou notre spiritualité, on voit où ça nous a menés. On voit où ça nous a menés. Pour moi, s'il y avait vraiment un endroit où l'humanité doit vraiment venir s'incarner, c'est bien son corps. Et c'est pour ça que je suis là-dedans. J'ai cette sensation que cette voie du corps est une voie indispensable. Alors, quand on va parler évidemment de votre approche, de ce que vous préconisez, de l'accompagnement, parce qu'il y a énormément de choses. Vous parlez d'hypnose, vous parlez de massage Twina, vous parlez évidemment de la psychothérapie que vous avez suivie. Oui. Hein, vous parlez de toutes ces choses-là, de kinésiologie, de guérison spontanée. Oui, oui. De guérison spontanée et d'abduction. Ah, vous ne connaissiez pas? Bien sûr que si, je connais. Eh ouais. Mais ça, ça, on va se dire, on l'a perdu, là. Là, c'est pour ça que je dis que ça ne concerne pas que, en fait, notre histoire, ça concerne aussi l'espace de la Terre. Ouais. Et ce qui est en jeu ailleurs, dans d'autres espaces. Alors, expliquons ce qu'est l'abduction pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, l'abduction, c'est le fait de vivre, en fait, un enlèvement. Ce qui est considéré par la chair, en tout cas par le personnage sur Terre, comme un enlèvement où bien soit on est emmené dans un vaisseau, soit on change de dimension et on vit des choses plus ou moins agréables selon qui est à l'origine de l'enlèvement. Alors, voilà. C'est là où il y a craquage. C'est-à-dire que c'est là où il y a craquage. Non, mais parce que vous le dites là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? C'est la première fois que j'en parle là.
Là, c'est la première fois que j'en parle en public. Alors, la raison pour laquelle je parle de l'abduction, parce que vous parlez d'abduction extraterrestre. Mais parce qu'en fait, c'était pas humain. Mais c'est ça. J'ai noté exogène. Et pourquoi parce qu'on aurait pu passer sur ce chapitre et rester effectivement sur tout ce qu'on va développer ensuite. Parce que là encore, l'abduction vous présente celui qui va être... qui va partager votre vie. Mon nouveau compagnon. Votre nouveau compagnon. J'ai cette sens. Alors après, voilà. Ce n'est que mon expérience. Je ne dis pas détenir la vérité, ou ce que je dis, c'est la vérité, loin de là. Hein. Je veux dire, à la limite, même mon personnage, vous voyez, on peut s'enorgueillir de cette histoire. Oui, j'ai été abducté, ou j'ai vu des culs. Voilà. Le personnage, il aime bien se repaître avec tout ça. Là, je vais juste raconter l'expérience à partir de comment j'ai ressenti les choses, sachant qu'elles sont ni vraies ni fausses, en fait. C'est hyper important pour moi de noter ça. Pour moi, quand j'ai vécu cette abduction, je l'ai vécu déjà d'une façon assez cavalière, où mon personnage, Karine Morer, j'étais allongée dans mon lit à 3 heures du matin, complètement réveillée. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je vivais un tremblement de terre. J'ai dit, oh tiens, c'est marrant. Je savais pas que sous Castillon-la-Bataille, il y avait des failles. C'est quand même intéressant quand même. Oh, demain matin, dans les journaux, je vais voir, il y a eu un tremblement de terre, magnitude telle. Et puis, je dis, ah ben quand même. Et puis, à travers mon coussin, donc j'étais sur le vent, à travers mon coussin, je vois une énorme lumière arriver. Et moi, qui avais décompensé dans un stage chamanique quelque temps avant, je vois la lumière arriver, Marc. Et je dis, ah, mais en fait, je suis morte, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est la lumière au bout du tunnel. Je dis, oh mince. Et puis, c'était une lumière avec plein des filaments. Et c'était pas du tout, méchant. Hein, c'était pas du tout méchant, sauf que là, en fait, j'essaye de bouger, et impossible de bouger. Et surtout, quand il y a eu ce tremblement de terre, il y a eu un bruit extrêmement sourd. Un son qui n'est pas humain, qui n'est pas de l'ordre des choses que l'on connaît avec nos oreilles d'humain. Ça peut pas être une paralysie du sommeil? Non, c'est pas ça, du tout. Du tout. Non, parce que non, c'est pas ça du tout. Okay. Pour avoir été en contact avec des personnes du CERO, l'association qui s'occupe justement des abductés en France, c'est pas du tout ça. Okay. Là, je suis pas un cas isolé d'ailleurs. Hein, okay. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je ne peux plus bouger. C'est comme si, en fait, mon système nerveux, on a pris possession de mon système nerveux. Et là, en fait, je ressens 2 énormes entités. Alors, par contre, je peux percevoir plein de choses, mais je ne vois pas. Je ne peux pas voir. Je suis un peu comme anesthésiée, en fait. J'ai une anesthésie générale. Sauf que je suis consciente. C'est ça je suis consciente dans une anesthésie générale. Et là, je sens vraiment comme une découpure presque de ma colonne vertébrale, et comme si je vis une reprogrammation. Alors, je vois mes enfants, je vois un homme, je vois ma future petite fille. Enfin, c'est comme si, en fait, j'étais reprogrammée. Ils me font des trucs comme ça, hein, et je suis remise dans mon corps physique. Je peux toujours pas bouger. Je vais faire une respiration tonique du feu pour essayer de reprendre possession de mon corps. Et là, je vais me réveiller, je vais voir mon mari à côté, je suis complètement paniquée. Je dis, est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu les as vus? Il dit, mais quoi? Il y avait des extraterrestres, ils étaient là. Mais non, parce que lui, il dormait complètement. Et là, en fait, je suis traumatisée, je me lève, je tremble de partout. D'ailleurs, je tremble là, rien que d'y repenser. C'est sous le système nerveux qui se met à retrembler. Donc, je tremble comme ça, je vais aux toilettes et là, je me vide littéralement. En fait, tout mon système nerveux est en état de choc, en fait. Voilà. Donc vous restez avec cette information-là sans non. Alors forcément, j'ai été énormément intriguée, je me suis documentée par la suite, et je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule à vivre ça. On est énormément à vivre ce genre d'expérience. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir, parce que je me suis dit, je voulais vraiment vous interroger là-dessus. Je me suis dit, qu'est-ce que viennent faire les extraterrestres dans cette histoire-là? C'est quand même... Et en fait, quand j'ai fait après de l'hypnose quantique, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois. Vous voyez, ce n'était pas la première fois, je vivais ça déjà quand j'étais enfant. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans ma vie, plusieurs fois, à certains moments de ma vie, en fait. Alors... ça va aller. Non, mais il faut vous consacrer 2-3 émissions. Il y a quand même... Non, mais c'est vrai. Comme par exemple aussi, vous parlez de ça, bien sûr, on parlait des massages, la psychothérapie, les guérisons spontanées, la kinésiologie, la kundalini du yoga, etc. Oui. etc. Et puis
la fameuse montée de Kundalini. Ah oui, alors là, oui, ça a été... Que vous avez vécu, on est en quelle année? 2012, c'est ça? 2012. Pendant un stage chamanique? Juste après, 15 jours après, oui. C'était pas du tout prévu au programme. Hein. Si j'avais pu m'en abstenir, honnêtement, je me serais vraiment abstenue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant cette montée de Kundalini-là, c'est-à-dire à mes 30 ans, j'ai fait une ouverture de champ de conscience vraiment spontanée, où je me suis retrouvée dans le corps bouddhique, dans l'amour pur. Je ne sais pas comment expliquer cette expérience-là. Les gens qui vivent une expérience aux frontières de la mort expliquent exactement ce que j'ai vécu moi, sauf que moi, je n'étais pas morte. J'étais juste dans mon lit et je me suis retrouvée avec des entités de lumière, mais pas angéliques, c'était vraiment de la géométrie sacrée. Je me suis retrouvée dans de la géométrie sacrée et surtout investie d'un amour complètement innommable. C'est innommable. On n'arrive pas, en tant qu'humain, à expliquer cela. Et donc, j'ai eu l'impression de goûter le paradis. Ouais. Et en 2012, voilà, je vis l'enfer. C'est-à-dire que je suis donc à ce moment-là en Auvergne. Je suis en Auvergne, j'ai pris 15 jours de vacances et je suis dans un village vacances. On a marché dans la journée sur certains sites et je sens que je suis en train déjà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et le soir, en fait, eh bien, je fais une montée de Kundalini, c'est-à-dire que je sens en fait cette énergie qui monte, mais ça fait complètement péter tout mon système. En fait, tout ça, ça s'ouvre en fait d'un seul coup. C'est comme si en fait toute ma psyché vole en éclats. Et il paraît que c'est très douloureux. Mais c'est surtout très anxiogène. Donc, moi, j'appelle ma mère et je hurle au téléphone, maman, 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 je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Je crois que je suis en train de faire une rupture d'anévrisme, en fait. Et ma mère me dit, mais si c'était ça, tu serais déjà morte. En fait, il se passe quelque chose de complètement inédit pour mon corps. Tout s'ouvre, en fait, mais d'une façon trop violente, en fait. C'est pour ça que je travaille dans le consentement maintenant. Pour y aller, justement, couche par couche et ne pas faire tout exploser, en fait. Le danger, il est là, c'est que quelquefois, on va trop fort, on veut tellement y arriver, on veut tellement guérir, on est avec cette force-là, ce truc, avec cette volonté. Alors, c'est bien d'en avoir, sauf qu'à un moment donné, il faut savoir respecter, finalement, les zones de non-consentement, parce que quand ça pète, ça peut faire des ravages. Donc, je dis toujours slow, vraiment, avec les techniques qui sont trop hard. Le système occidental est tellement pas incarné, tellement dans sa tronche, qu'on peut vivre des décompensations très violentes. Et souvent, on va vivre des choses, les stages de chamanisme, on peut vivre des choses, et moi j'ai vu dans des stages de chamanisme, des gens, ils restent complètement bloqués, hein, dans des trucs, vous voyez, proches de la folie. C'est pour ça que je travaille le corps. Le corps, c'est l'encre, c'est revenir, c'est s'expanser, chou, et pouvoir revenir dans la matière. Ce qui est extraordinaire, c'est pas étonnant, et en même temps ça l'est, c'est de se dire que cet espace du corps, comme vous dites, vous a fait connaître le pire comme le meilleur. Absolument. Ben oui, c'est exactement ça. On a accès à tout avec le corps. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans cette voie du milieu. J'ai goûté l'enfer et le paradis. Et je crois que aujourd'hui, je suis dans cette voie du milieu où j'arrive aujourd'hui à me laisser traverser par des grosses intensités, où je suis capable d'avoir des grandes expansions de champ. Mais il y a quelque chose, en fait, qui sait revenir dans son centre, en fait. Alors, vous avez mis en place cette technique en 2015 qui s'appelle le TCCP, qui est le toucher conscient ou le toucher conscient consentant. Consenti, consentant, c'est-à-dire qu'on apprend, en fait. Périnéal. Périnéal, ouais. Et en fait, vous dites que c'est un toucher thérapeutique. Alors, c'est un toucher conscient. Ok. Ça vient du toucher thérapeutique et pas. En fait, c'est un mix de tout ce que je n'ai pas goûté, moi, dans mes propres espaces de résilience. J'étais tellement, en fait, sidérée au début. J'étais tellement à côté de mon corps que je suis venue énormément dans la force, dans l'incarnation de mon corps, avec les conséquences que l'on vient de nommer. Et j'ai eu besoin de créer une technique qui respecte, en fait, le millefeuille des espaces qui n'ont pas pu dire non. De prendre le temps de goûter, est-ce que c'est OK pour moi? De temps de goûter, mais pas dans ma tête, mais dans mon corps. Parce que souvent, les gens parlent de consentement à partir de leur tête. Je consens avec ma tête, mais le corps, lui, il n'y est pas du tout. Et de sentir à partir de son corps, de goûter le consentement à partir de son corps, de sentir les tissus
qui s'ouvre, de sentir qu'est-ce que ça veut dire un vrai oui dans mon corps. Est-ce que c'est un oui conditionné? Ou est-ce que c'est vraiment un vrai oui de mon âme qui sent la sécurité et la confiance et qui peut être disponible à la rencontre? Alors ça, c'est une notion qu'on peut percevoir d'assez abstraite. Oui. Si vous deviez l'expliquer, et si moi j'ai envie de suivre votre accompagnement, comment concrètement, théoriquement et ensuite dans la pratique, se déroule cet accompagnement avec cette méthode? Déjà, on ne touche pas tout de suite. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. C'est un peu comme les préliminaires. On attend un peu. Voilà, c'est pour moi en fait, la rencontre, elle commence déjà dans l'invisible. On se touche pas et pourtant on se touche. Là, dans l'instant, on se touche pas et pourtant on se touche. Et mon job à moi, je commence la rencontre au moins à 5 mètres de la personne. Où elle n'est pas allongée. Elle est même avec ses habits, en fait. On va rejouer, en fait, toutes les fois où elle s'est déshabillée parce qu'elle était conditionnée. On va rejouer toutes les fois où elle s'est allongée parce qu'il fallait qu'elle se fasse soigner. En fait, je la rends d'une certaine façon présente, consciente, actrice, la personne qui vient. Elle doit ressentir à quel moment elle va avoir envie de s'allonger ou à quel moment, moi, je vais être autorisée à venir, à rentrer en relation avec elle. Donc moi, ma posture, ça va être d'être assise dans une posture de non-vouloir, de non-faire, de non-guérir et de la laisser émerger. Alors, il y a cette notion du temps, parce que ça demande un certain temps. Ça dure 3 heures, hein, d'accord? Il y a un espace, le temps, l'espace et surtout le lien. On se regarde. Quelquefois, voilà, on n'ose pas trop regarder. Il y a ce lien aussi verbal. Donc, je fais intervenir tous les espaces de conscience. Le regard, la parole, la posture, mes mains, voilà, comment je me positionne. Et pour la personne, en fait, elle va rejouer un peu comme toute son histoire de sidération. Et pourquoi vous dites que c'est un outil thérapeutique? Parce qu'en fait, ça lui permet de prendre conscience là où elle en est dans son système de défense. Comment, en fait, elle se positionne. Et si on est conscient de ces positions de défense, si on arrive à être conscient dedans, c'est-à-dire qu'on arrive à rentrer dans ce qui est caché derrière la défense et de l'insécurité. Et si j'accepte de rencontrer mon insécurité telle qu'elle s'est construite, je vais pouvoir y coller de la sécurité. Et c'est là, c'est l'union. Il ne s'agit pas ici de vouloir faire disparaître l'insécurité. Il s'agit ici de la reconnaître et de venir poser de la sécurité dessus. Et les deux, ça s'unit. Et à ce moment-là, on peut rentrer en co-régulation. Parce que le fameux régulateur, c'est justement le toucher par le corps? Pas forcément. La régulation peut se faire avec le regard. Okay. La régulation peut se faire juste avec ma présence, qui est juste là, où je suis dans une posture d'accueil, en fait. Et je nomme également ce qui se passe pour moi, en fait. Parce que c'est quelque chose qui... Je suis un être humain. Donc, quand je perçois quelque chose, j'interroge. Je n'affirme jamais les choses. Je ne dis jamais que ce que je dis, j'ai raison. Ou que ce que je perçois comme si je percevais quelque chose comme étant une vérité. Si je vois un défunt, ça arrive, j'interroge. Est-ce que tatati tatata? Est-ce que c'est OK pour toi si je te livre ce que je suis en train de percevoir? Je n'impose jamais ma vérité. J'interroge, la personne est toujours dans cette possibilité de pouvoir dire oui ou non. Et c'est là où est la résilience. Parce que c'est là où finalement les gens n'ont jamais pu se positionner, mais vraiment dans leur chair. C'est très difficile pour moi d'expliquer cela, parce que c'est comme si je voulais vous expliquer le goût du chocolat, alors vous ne l'avez jamais eu dans la bouche. Voilà. Et dans tous les accompagnements que j'ai, c'est toujours la même chose qui ressort. C'est Karine, c'est juste incroyable comment ta neutralité m'a permis de me saisir de qui je suis sans être influencée. C'est surtout ça, sans être influencée. En fait, c'est comme s'ils se révèlent à leur propre pouvoir de guérison. Je ne fais rien d'autre que de leur permettre ce point. Je suis un point d'appui. Un point d'appui à la fois vibratoire dans mon énergie, dans ce que j'incarne dans mes cellules, dans ma résilience cellulaire, et un point d'appui qui peut aller jusque même dans le toucher, où je viens proposer un toucher sur le mont de Vénus, sur la cage thoracique, sur le sacrum, sur les pieds, parce que je demande où ton corps a besoin d'être touché, où as-tu besoin. C'est comme si finalement,
je rentre en contact souvent avec des bébés, avec des enfants à qui on n'a jamais demandé de quoi tu as besoin. Et là, ils sont invités à formuler leurs besoins, mais non pas avec leur tête, juste leur corps qui est là, qui s'exprime. Et moi, je sers d'un peu de maman, en fait, de substitution. Comme je suis dans cette posture où il n'y a pas de jugement, il y a quelque chose d'eux, en fait, qui peut enfin... Je vais vous donner un petit peu cette image-là. Une personne qui a été insécure, elle s'est auto-régulée en se figeant. Souvent, il y a quelque chose qui s'est raidi à l'intérieur. Si elle veut fondre, la personne, il faut qu'elle puisse se déposer. Là, si je veux me déposer, je vais me déposer comme ça. Si je suis comme ça à l'intérieur, eh ben, c'est ce qui se passe psychiquement et dans le point d'appui. Le point d'appui va permettre à la personne, finalement, de fondre à ses cuirasses. Alors, ce que vous dites aussi, et c'est ça toute la difficulté de décrire et d'expliquer votre accompagnement, c'est que vous dites c'est pas un massage, c'est pas un soin énergétique, c'est pas un soin médical, c'est rien de tout ça. Non, c'est que de la présence. C'est que de la présence. C'est que de la présence dans l'instant, qui demande vraiment, en tout cas qui moi me demande vraiment d'être dans cet ajustement et d'être dans cette humilité. Ça demande de l'humilité existentielle. C'est-à-dire que je vois beaucoup de thérapeutes, et je ne critique pas, on est bien d'accord, qui sont encore, je viens de là, donc je ne vais pas jeter la pierre, je viens moi dans cet espace thérapeutique où j'ai voulu en fait sauver l'autre. Il y a un investissement, voilà, grande mission. Syndrome du sauveur. On l'a tous en soi. Moi, je l'ai en moi. J'ai une mère Teresa épouvantable à l'intérieur de moi, sauf que j'ai appris à l'aimer, à la dompter, et je lui donne à manger avec une chaîne YouTube dans laquelle il y a énormément de gratuits. Donc, je lui donne à manger. Mais l'idée, c'est que quand je suis en posture, finalement, d'accompagnement, je suis avec toutes mes parts humaines. Je suis en lien avec. Alors, quelquefois, je sens que quand je sens dans ma posture que je vais me projeter vers l'avant, dire, vouloir investir, j'ai, tiens, la sauveuse. J'ai, ok, je te vois, je t'aime. Viens. On va laisser la liberté, le flot de l'autre, investir l'espace. C'est ok, je sens que tu en as envie. C'est ok, viens, je prends soin de toi. Ou de temps en temps, je vais être dans l'évitement. Je sens, tiens, j'évite, tiens, qu'est-ce que je veux éviter? Ah oui, ça t'agace. T'es agacé parce qu'il est dans la résistance et ça t'agace qu'il soit toujours en train de tourner en rond. Mais tout ça, ça doit être nommé. Ou alors, je peux également me mettre en retrait. Mais tout ça, en fait, on est dans la présence. Et la présence amoureuse, elle accueille tout, elle accueille la forme, quelle que soit la forme. Et c'est ce qui permet à l'autre de se révéler sans qu'il sente le poids du jugement, à la fois conscient et inconscient de son accompagnant. En tout cas, moi. Qui sont les gens qui viennent vous voir ? J'accompagne énormément les coachs, les thérapeutes, les professionnels du soin et de l'accompagnement parce qu'ils ont besoin très souvent ils flirtent avec le burn-out ou le surinvestissement de l'espace thérapeutique, l'espèce de mission, de l'engagement, ce qui fait qu'ils se désinvestissent souvent. Je leur apprends vraiment dans mes transmissions à être dans une posture ajustée, en fait, dans l'accompagnement, qu'il soit manuel ou qu'il soit, j'ai des orthophonistes, des kinés, des ostéopathes, médecins, naturopathes, qu'ils soient, en fait, plus ils vont être ajustés, plus ça va transpirer dans tous les secteurs de leur vie. Et vous dites aussi que cette technique du TCCP peut se vivre seule. Oui, absolument. Absolument, c'est comme ça qu'on commence d'ailleurs, de soi avec soi. Parce que c'est d'abord avec soi, on commence par investir son champ et à venir, couche par couche, sentir, voilà, est-ce que finalement, mon bassin, là, mon monde Vénus, voilà, si je rentre en connexion avec lui, là, eh bien voilà, je suis autorisée à venir le goûter juste là. Et je respire avec, je suis là avec. Il n'y a pas à vouloir aller plus vite que la musique, c'est cet espace au temps, en fait, qui est très précieux. Et c'est ce qui bouleverse énormément les gens, c'est qu'on prend ce temps, un temps qui n'a jamais été offert et donné à la matière. Parce qu'il faut toujours aller vite, il faut toujours avoir du résultat. Et quand on vient sans objectif de résultat, et on peut même juste rester là, comme ça, et là, je suis dans la rencontre avec mon monde Vénus. Et c'est bien, et c'est juste être avec. Si vous saviez, Marc, le nombre de fois où j'ai vu des femmes pleurer, et des âmes pleurer, des hommes pleurer, des âmes pleurer. Parce que juste avec cette phrase de leur dire, ça fait quoi d'être juste
avec. Sans rien d'autre. Surtout quand j'œuvre avec les femmes dans lesquelles finalement la vulve, le bassin, le vagin, tout ça, ça a été hyper conditionné. De jouir, de mettre au monde, il y a énormément d'injonctions. Les femmes sont encore énormément à côté de leur bassin, d'où mon œuvre. Mais quand finalement elles viennent se toucher sans qu'il y a besoin de mettre un tampon, il y a besoin de mettre une moon cup, se laver, faire un frottis, mettre un sex toys, satisfaire une relation sexuelle. Quand on enlève tout ça, Marc, qu'est-ce qui reste? Eh ben voilà. Vous sentez? Qu'est-ce qui reste? Voilà. Eh ben c'est ça. C'est cette espèce de silence tellement plein, amoureux. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, c'est d'une simplicité enfantine. Le plus difficile, c'est d'en accepter la simplicité. Et souvent, les personnes partent en disant « tout ça pour ça ». Pour ça. Je dis « ben oui ». Le TCCP, évidemment. Karine, il y a un ouvrage, un oracle. Oui, oui, oui. Je vais les présenter. Vous êtes en auto-édition? J'ai été en maison d'édition au début, et puis ils m'ont fait faux bond, ils ont fondu les plombs, on dira. Ils ont fait faillite. Bon. Et du coup, je me suis mise en auto-édition. Bon. Donc ça, c'est vous? Sur moi, c'est moi sur la photo. Pardon, oui, ça c'est sûr. Non, évidemment. Oui, c'est la libération du plaisir féminin que j'ai commencé à écrire en 2017. Quand MeToo, Balance ton porc a commencé à s'ouvrir, on voyait tout ça sur les hashtags. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre-là à ce moment-là. J'ai mis 2 ans à l'écrire et je suis passée vraiment dans l'égrégore collectif de toutes les injonctions qui sont cachées derrière le plaisir féminin. Donc, il y a énormément d'histoires de reconnaissance derrière, de méthodes, d'outils. Quelles sont les injonctions cachées derrière le plaisir féminin? Quand on commence à rentrer dedans, c'est extraordinaire, extraordinaire, de résilience. La libération du plaisir féminin. Et puis un oracle? Oui. Est-ce bien raisonnable? Alors, je vous laisse la joie de l'ouvrir, de le découvrir. Ouais. Merci. Alors c'est un oracle qui est destiné, c'est pas destiné qu'aux femmes pour le coup. Non, il y a des hommes qui se l'offrent ou qui l'offrent à leur compagne, partenaire. Oui, bien sûr. Tirez-en une. J'en tire une? Ouais, bon, avec joie. Je mélange. Hein, ah oui. Pour le coup. Oui. En fait, ce que je dis pour la vue, c'est exactement la même chose pour le pénis. Hein, c'est pas totalement la même histoire, mais l'amour dedans, c'est le même. Il n'y a pas la même histoire, c'est tout. Ni les mêmes injonctions, mais l'amour est toujours le même. L'amour est universel. Ah, je sais laquelle vous êtes en train de sortir. C'est vrai? J'ai cru voir la couleur, alors je les connais un petit peu. Alors? Oui, c'est elle. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Vulve coccinelle, c'est marrant parce que... Vulve coccinelle. Et ça veut dire quoi? Alors là, on parle d'abondance financière. C'est la vulve coccinelle. Elle est en lien avec la chance. La coccinelle, c'est la bête du bonheur, la petite bête du bonheur. Et en fait, elle permet, cette vulve coccinelle, de reconnecter à notre porte-monnaie intérieure. Et c'est bon signe? C'est très bon signe. Ça, c'est signe d'abondance, que c'est là, que tout est déjà là. Il y a peut-être quelques petites cuirasses psychiques à faire fondre dans la présence amoureuse, mais elle s'envole. Elle est magnifique, cette vulve coccinelle. Et pour la petite histoire, quand j'ai confectionné cet oracle, c'était pendant le 2e confinement. Et j'ai osé demander à ma communauté, je dis mince quand même, on va pas être trop... je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ce temps-là. J'ai demandé à ma communauté de me partager des selfies de vulve. Eh bien oui, tout ça, ce sont des selfies de vulve. Hein. Et je leur ai demandé, voilà, je voudrais créer quelque chose pour aider les femmes à se résilier, pas à travers les filtres du porno, mais vraiment à travers l'art, à travers les animaux, parce que bon, il y a des animaux chamaniques dedans. Je viens du monde du chamanisme, donc j'ai vraiment introduit sur chaque selfie de vulve. C'est moi qui ai créé chaque carte, c'est moi qui ai écrit tout, qui ai tout créé. Et en fait, à chaque fois que je suis rentrée en canalisation avec la photo de la vulve, de selfie de vulve que je recevais, très souvent, il y a eu des corrélations, des signes
très fort. Par exemple, Vulveremanta, j'étais en train de canaliser Vulveremanta. Donc, elle était en pleine élaboration. J'allume la télé, il y avait un magazine animalier sur la Raimanta. Là, on est sur vulve coccinelle et la personne qui va recevoir vulve coccinelle, quand elle va me recontacter quelques temps plus tard en me disant « Karine, c'est incroyable, quand j'ai fait la photo, j'étais enceinte d'un fœtus de la taille d'une coccinelle. Et quand elle va m'envoyer son faire-part de naissance, on retrouve dans la vulve le visage de la photo du bébé qu'elle m'a envoyé. Incroyable. Oh. Vulve scarabée, c'est pareil, je l'ai canalisée, j'étais en train de la faire, je l'ai renvoyée à sa propriétaire. Elle me dit oh, « C'est incroyable, c'est le pendentif que mon père m'a offert. » Que des choses comme ça. Que des signes. Que des signes incroyables. Facilitatrice de conscience. Ouais. Voilà, et se réapproprier son être, oui, son corps. Son corps, sa puissance orgasmique. Sa puissance. Sa puissance, son... On dit toujours que la spiritualité, c'est par là. Les gens se trompent. Le noyau divin n'est pas là. Le noyau divin, l'essence divine est en bas. L'origine est en bas. Le 1, premier chakra. Le rouge. C'est en bas. Vous voyez, souvent, on voit l'image du Christ avec cette robe rouge et ses mains ouvertes. Rouge, le sang du Christ, le Graal. Tout est en bas. Tout nous a porté à faire croire que c'était en haut, comme si finalement notre inconscient collectif nous avait coupés pour mieux nous manipuler finalement. Parce que quand on est en bas, on ne nous fait plus faire ce qu'on veut. Hein. On n'est plus manipulable. Ben oui, puisqu'on est dedans. On ressent le oui, le non, l'animalité, on sent instinctivement. Quand on est en lien avec cette animalité intérieure, automatiquement, on est comme une boussole. On n'a plus besoin de GPS, on va vers des choses qui vont nous porter dans la vie, pas qui vont nous abuser. C'est pour ça que je dis que l'essence divine est en bas, à retrouver en bas. Et c'est important aussi pour les hommes de revenir là, dans leur prostate, dans leurs testicules, dans leur pénis, le noyau fibreux, les ischions, les ailes iliaques, la vessie. Il y a tellement de choses, tellement d'univers à aller goûter en bas. C'est incroyable. Quand j'accompagne des hommes qui, tout d'un coup, vont... J'accompagne en ce moment un naturopathe qui fait du Qigong, donc qui travaille avec l'énergie. C'est son job, il enseigne ça. Et quand il vient avec moi et que finalement, on rentre en résonance ensemble dans notre noyau fibreux. Le noyau fibreux, c'est l'espace entre le scrotum des hommes et leur anus. C'est le croisement, c'est ce qu'on appelle le premier chakra, vaisseau conception 1. Bref, et c'est un noyau, finalement, c'est là où on peut... Il y a tellement de choses qui sont sous-tendues, en fait, c'est une croix en bas. Et quand on vient toucher cela dans un toucher conscient, consentant, qu'on prend ce temps de goûter finalement toutes les injonctions qu'il y a eu également sur le pénis des hommes, de banter, de ne pas éjaculer, de savoir faire ci, tout le poids éducationnel, eh bien, quand on rentre là-dedans, il y a quelque chose, quand les hommes osent rentrer dans ce noyau fibreux, quelque chose qui lâche, qui se détend à l'intérieur et qui fait que souvent, quand ils vivent cela, ils sont un peu comme des nouveau-nés qui sortent du ventre de leur mère. Ils ouvrent des grands yeux. Il n'y a rien qui peut être dit parce que finalement, c'est tellement nouveau, la sensation, qu'il n'y a aucun verbe de possible. C'est assez incroyable. On va mettre le lien. En tout cas, ça donne matière à réflexion. Je suis ravie. Ça donne matière à réflexion. Et c'est vrai que on est assez conditionné par nos systèmes d'éducation, avec nos injonctions permanentes, etc., etc. Et de temps en temps, si on peut avoir un espace comme ça de libération sans jugement et dans la pureté du consentement. C'est ça. La pureté du consentement, absolument. Et de prendre ce temps amoureux pour soi, oui. Eh ben, prenons ce temps. Merci beaucoup, Karine. Merci, Marc. Merci infiniment, c'était passionnant. Je sais que ça va être commenté, évidemment, avec bienveillance, hein, comme toujours. On va vous mettre tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Karine. Sa chaîne YouTube, évidemment, ouvrage, coffret, oracle, etc., etc. Merci infiniment pour cette expertise, la franchise de votre parcours de vie qui est pas toujours facile à assumer, pas toujours facile à dire, non. Évidemment, surtout quand on se livre comme ça,
parliez de sortir sa zone de confort. Ah oui. Là, pour le coup, voilà. Donc, merci de votre confiance et on attend vos commentaires qu'on va lire très attentivement. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.